Alors, merci encore à vous d'être venus. Ce qu'on va voir aujourd'hui maintenant, c'est... alors, j'avais prévu que c'était Angular 14. Mais entre-temps, il y a une version d'Angular 15 qui est sortie. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté entièrement à tout. Enfin, en tout cas. Donc, je pense que vous me connaissez déjà. La slide, on l'a déjà vue. Elle n'a pas changé. Donc, je suis toujours développeur advocate au sein de chez Sphere. Je suis toujours Google Developer Expert dans les technologies du web et toujours membre de la fondation OpenJS. Je n'ai pas été viré entre-temps. Donc, tout se passe bien. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, alors pareil, le talk, n'hésitez pas à venir me voir par la suite si vous voulez plus de questions. Je vais peut-être parler un peu vite, donc n'hésitez pas. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les standalone components. C'est vraiment la révolution, en tout cas en Angular. Beaucoup de monde l'attendait, cette fonctionnalité-là, de pouvoir avoir des composants qui puissent évoluer de manière autonome. Là, c'est réglé, on l'a enfin. Mais forcément, le fait d'introduire ce genre de fonctionnalité, ça a forcément des gros impacts sur tout l'écosystème. Donc, du coup, on va voir qu'il y a un petit impact sur le routing. Donc, comment est-ce qu'on peut naviguer vers des standalone components? Est-ce qu'on peut les lazy-loader? Enfin, des choses dans ce style-là. Ensuite, on verra qu'il y a eu un nouveau pattern qui est arrivé, le composition pattern, pour les personnes qui font du Vue.js. Qui en fait ici? Voilà, comme moi. On a vu que dans Vue 3, il y a un nouveau pattern qui est la composition API. Là, on verra que ce pattern, il est refait, mais pas forcément de la même façon. On va avoir également une grosse fonctionnalité qui avait été attendue fortement par la communauté, déjà de part qu'on en avait ras-le-bol d'écrire des chaînes de caractères. Donc, c'est les formulaires typés. Et puis, on verra ce qu'apporte la version 15. Donc, on verra qu'elle apporte des choses, mais elle apporte pas autant de choses que la version 14 dans tous les cas. Et puis, on verra surtout le futur d'Angular. Qu'est-ce qui arrive plus tard? Alors, déjà, les standalone components, c'est quoi? C'est une façon de dire au revoir au ng module. D'accord? Donc, j'ai pas dit qu'ils étaient deprecated, les ng modules, j'ai juste dit qu'ils devenaient optionnels. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a Paweł Kozłowski qui a dit au moment du RFC des standalone components, il a dit c'est difficile de raisonner avec les composants, les directives et les pipes du fait qu'on ait donné un rôle central aux ng modules. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le cas. Et donc, pourquoi on a un gros problème avec ces ng modules? Parce que du coup, ça a un impact. Tout le monde les utilise, ces ng modules, que ce soit des applications ou des librairies. Et donc, pour preuve, avant, qu'est-ce qu'on faisait comme architecture? On faisait ce qu'on appelait en Angular des architectures atomiques. Donc, généralement, on se retrouvait avec 4 gros modules. Premier module qui était le root module. Alors, ce root module-là, il est très intéressant parce que c'est celui qui est bootstrappé par une application Angular. Et donc, par définition, on va retrouver dans ce module-là le premier composant à afficher. Très bien. Ce qu'on va également retrouver, généralement, on va retrouver des services qu'on va utiliser dans toute notre application. Et puis, ce qu'on voit également, c'est des core modules. Alors, ces core modules-là, ils vont contenir quoi? Ils vont contenir déjà des composants qui sont communs à toutes les pages, donc en-tête, bas de page, navigation, etc. On va retrouver les services globaux, donc on utilise dans toute notre application. Ça peut être les data services, les choses de ce style-là. On va remarquer qu'on a les guards, les intercepteurs. Généralement, moi, ce que je fais, c'est une best practice que je vous conseille, c'est de mettre le système de trad aussi, parce que le système de trad, il est commun à toute votre app. Ça ne changera pas. Ensuite, on a un autre type de module qui est le feature module. Donc ça, généralement, dans une application, il y en a plusieurs. Typiquement, c'est quoi un feature module? C'est simplement une vue de votre application. D'accord? Donc, c'est une fonctionnalité de votre application. Et puis, généralement, juste avant, je vous parlais des web performance. Ce qu'on fait pour avoir plus de performance, c'est que ces feature modules-là, on les lazy load. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les lazy loader? On les lazy load grâce à d'autres modules. Et c'est pour ça que généralement, quand on crée un feature module, on se retrouve à créer aussi un feature navigation module. Et enfin, le dernier module, et c'est celui-là qui va être le plus gros dans toute votre app, c'est le shared module. Parce que lui, il va prendre tous les modules qui sont communs à toute votre app. Donc ça, c'est facile, Reactive Forms module, Common module, etc. Et puis, on va essayer aussi et également retrouver tout ce qui est composants partagés, directives partagées, pipe partagées. Mais également, on va retrouver tout votre design system, c'est-à-dire des librairies comme Angular Material ou comme NG0 ou NG Bootstrap. En tout cas, on va retrouver tout ce genre de librairies dedans. Donc, vous imaginez bien que ce shared module, fin de votre application, il n'est pas léger. Donc, quand on regarde là, on peut se dire quelque chose de très important, c'est qu'il y a beaucoup de modules juste pour afficher une simple to-do list ou un Hello World.
D'accord? Et donc, juste pour rappel quand même, je tiens quand même à préciser que jusqu'à la version 14 d'Angular, donc il y a eu quand même 14 versions, c'est quand même assez impressionnant, jusqu'à cette version-là, eh ben, Angular, c'était le seul framework dans lequel le composant n'avait pas une place centrale. Et on ne pouvait pas l'utiliser de manière unitaire. Donc le fait d'avoir rendu les centrales, le module de manière centrale à notre application, enfin en tout cas de leur donner un rôle central, bah, ça a plusieurs impacts. Et le premier impact, il est sur qui? Il est sur les développeurs, hein, parce que les utilisateurs qui utilisent l'application, eux, on s'en moque un peu. C'est déjà Bibi, c'est déjà nous en tout cas qui utilisons le framework. Donc ça a déjà un gros impact sur nous. Premièrement, les personnes qui vont vouloir commencer avec Angular. Alors vous allez me dire, oui, Nico, t'inquiète, je fais l'Angular Tower of Hero, hop, ça marche. Et oui, c'est vrai que ça va marcher. Mais par contre, un beginner, il va devoir savoir quand même tout ce qu'il y a derrière, toute la logique des modules. Donc, qu'est-ce que la propriété import, qu'est-ce que la propriété export, qu'est-ce que déclaration, qu'est-ce que provider, avant de pouvoir progresser en Angular, et voire même, si vous êtes comme moi, avant même d'avoir écrit un Hello World. Donc, quand j'ai commencé en Angular, je me suis dit, ah ouais, c'est sympa les modules, c'est quoi ces annotations? Donc, j'avais fait tout ce travail-là avant d'écrire mon premier programme en Angular. Deuxième impact, c'est toujours sur nous, c'est la façon dont on va lire notre composant. Alors là, on a un problème parce que le composant ne va pas se suffire à lui-même. Et pourquoi il ne va pas se suffire à lui-même? Parce qu'en fait, le composant, il dépend d'autre chose. Et donc, il va falloir lire forcément quel module importe ce composant, qu'est-ce qu'importe ce module, pour comprendre toute la logique business du composant. Donc, ça fait beaucoup de lecture pour pas grand-chose au final. Le troisième impact, c'est sur le bootstrapping. Le bootstrapping, on se rend compte qu'il est beaucoup trop complexe et il est facilement biaisable, entre guillemets. Pardon. Donc, pourquoi on dit qu'il est trop complexe? Parce qu'il y a quand même 3 fichiers, même 4 fichiers, juste pour pouvoir afficher un hello world. Hein. Donc, si on récapitule, premier fichier, c'est le module, le app module. Deuxième fichier, c'est votre app component. Troisième fichier, c'est votre main.ts. Et le dernier fichier, c'est quoi? C'est l'angular.json. Alors pourquoi ce fichier-là, il est important? Même si on s'en rend pas bien compte, c'est-à-dire demain, vous faites votre application Angular, pas de souci, supprimez voir le fichier et lancez voir npm run start. Il n'y a rien qui va marcher. Pourquoi? Parce que ce fichier-là, c'est la carte d'identité de votre projet. Donc sans ce fichier-là, pas de build, pas de serveur de build, pas de test, pas de linter, rien du tout. Et enfin, votre feature module, il va devenir beaucoup trop gros. Le feature module, il va importer le shared module à chaque fois. Donc, plus votre shared module va grossir, plus votre feature module va grossir également. Et donc, des fois, dans votre feature module, vous avez peut-être besoin juste du bouton de Material Design et rien d'autre. Et pourtant, ce bouton-là, il a été exporté par votre shared module. Vous n'allez pas le réimporter, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, on importe le shared module qui exporte tous ces modules-là, d'helper, etc. Donc là, on s'est dit, il y a quand même un problème, il faut qu'on trouve une façon nette et précise de rendre, en fait, de faire en sorte que les modules disparaissent, ou en tout cas de les rendre plus légers à l'utilisation. Et donc, on a une personne, donc cette personne qui est à l'écran, c'est Lars Brynildson Gyrup. Donc, cette personne fait beaucoup pour la communauté Angular. Il est aussi MVP, Microsoft Value Professionnel. Et donc, lui, il a inventé un pattern. Ce pattern est relativement simple, c'est le SQL Component Directive Pipe as Module. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ce pattern-là? En fait, le monsieur il fait un seul fichier et dans ce fichier-là, il regroupe le composant et le module qui va lui être associé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le module-là, il va juste importer le composant et ce dont a besoin le composant pour vivre de manière unitaire. Donc, si on respecte ce pattern, ça résout 2-3 petites choses qu'on avait vues juste avant. Déjà, ça réduit le nombre de fichiers, d'accord, mais pas de modules. Hein? Pourquoi? Parce que chaque composant va être associé à un module. Donc, vous créez 3 composants, ça fait 3 modules. Vous composez 3 composants une directive, bah, ça fait à la fin 4 modules. Vous avez plus de modules, mais vous avez moins de fichiers. Par contre, ça va réduire forcément le bundle du composant et des modules. Parce que comme je viens de le dire, le module est associé à un composant et il va importer uniquement ce dont a besoin le composant pour exister. Donc, forcément, par défaut, il devient plus léger. Et enfin, la logique de réutilisation unitaire est respectée. Donc, à partir de ce constat-là, on a inventé ce qu'on appelle les standalone components. D'accord? Et welcome in the future of Angular. Donc, qu'est-ce que c'est standalone components? C'est très simple.
Pour rendre un composant standalone, une propriété standalone. Vous passez cette propriété à true, vous avez un composant standalone. Vous passez cette propriété à false, vous avez un composant classique. Par défaut, cette propriété est à true. Alors, c'est vraiment facile à déclarer, mais qu'est-ce qui se passe derrière? En fait, ce qui se passe derrière, c'est que c'est un petit trompe-l'œil, cette petite chose-là. Parce qu'au moment du build, en fait, derrière, ce qu'il va vous faire, c'est un module particulier. Il va vous créer un module qui s'appelle App Components et qui va exporter App Components. Donc, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un virtual module. Simplement, vous ne le voyez pas au moment du développement, d'accord? Il est au niveau du build. Et puis, généralement, qui s'amuse à regarder le fichier minifié? Moi, non. Dans tous les cas, je m'amuse quand c'est buggé, mais sinon, non. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut se poser une question, c'est de se dire, c'est un module. Donc, comme tout autre module, il doit importer ce que le composant a besoin. Alors, comment l'écrire? On va avoir une nouvelle propriété, qui est la propriété import. Cette propriété-là, elle va être disponible uniquement si votre propriété standalone est à true. Ok, si c'est à false, vous verrez une belle erreur dans votre reader en vous disant, ça, c'est pas possible ce que tu veux faire. Donc, cette propriété import prend en valeur un tableau. Ce tableau-là, il est composé soit de modules, soit uniquement de standalone components, soit un mix des deux. Alors, si on parle de mix des deux, on peut se dire, c'est génial, parce qu'on peut déjà voir une idée en se disant que la migration ne va pas être bien compliquée, puisqu'on peut mixer les deux. Donc, les composants, maintenant, on a vu qu'il y a eu un impact sur l'expérience développeur, mais il y a eu aussi un impact aussi au sein même d'Angular. Et le premier impact qu'il y a eu, c'est au niveau du module injector. Je pense que tous ceux qui font de l'Angular ici, vous le savez, Angular est basé sur un concept qui est vraiment très ancré, qui est très puissant, qui n'est pas aussi puissant dans Vue. C'est l'injection de dépendance. Donc en Vue, on l'a aussi, d'accord, mais ça n'a pas le même goal. Là, on est vraiment sur de l'injection de dépendance, on peut injecter des services. Et je pense que, est-ce que quelqu'un savait ici qu'on peut aussi injecter des directives et des composants? Non? On peut le faire. Sauf que là, on a un souci, parce que généralement, on parlait de module injector, d'accord? On injectait dans un composant ou on injectait dans un module principalement. Sauf qu'il n'y a plus de module. Donc ça fait pas de sens d'en parler. Là où ça va faire plutôt du sens maintenant, c'est qu'on va parler d'environnement, de l'injecteur d'environnement. Voilà. Et donc, à côté de ça, forcément, vous en doutez, le bootstrapping va être simplifié. Pourquoi pas ne pas bootstrapper sur un standalone components? À la fin, c'est un module virtuel. Et avant, on bootstrappait sur un module. Alors, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas bootstrapper sur un composant standalone. Et enfin, forcément, il y a beaucoup plus de possibilités dans le routing. Alors, le bootstrapping. Maintenant, on peut, d'accord, grâce au standalone components, bootstrapper sur un standalone components. Mais ça, on peut le faire uniquement grâce à la fonction bootstrap application. Alors, cette fonction-là, elle est très utile parce qu'elle prend en premier paramètre forcément le composant standalone sur lequel l'application doit bootstrapper, mais va également prendre en paramètre un objet de configuration. Pour l'instant, cet objet de configuration, il est relativement simple. Il n'y a qu'une seule propriété dedans, et cette propriété-là, c'est providers. Alors, à quoi va servir cette propriété-là? Elle va simplement vous permettre, d'accord, de provider des services à votre application, des services qui vont être communs à votre application. Alors, on verra qu'il y a aussi également une autre fonction très utile qui est import providers from. Et cette fonction-là en fait, elle est chargée, principalement, elle est chargée de prendre en paramètre un module et de rendre les providers qui étaient exposés par ce module global dans l'ensemble de votre application. Donc ici, il va provider, d'accord, le module animation ici, il expose un service d'animation. Et là, vous allez pouvoir l'enregistrer grâce à ça. Donc ça, c'est vraiment relativement simple. Alors, à l'avenir, bien évidemment, Angular s'est dit, elle est sympa, cette fonction. Cependant, c'est un peu verbeux, il faudrait trouver une solution. Donc, cette fonction-là va rester un petit moment, le temps que toutes les librairies puissent se mettre à jour, d'accord? Et puis après, elle va disparaître. Genre, typiquement, en Angular 14, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait import providers from HTTP client module. Est-ce que maintenant, on en a encore besoin? Non. Puisque maintenant, en Angular, on fait juste provide HTTP clients. Et puis, avec d'autres fonctions feature helper. Alors, le routing. Forcément, il y a beaucoup plus de possibilités et elles sont vraiment toutes cinglées. Et le plus important, c'est qu'on a le droit de se poser 2-3 questions. Première question, ça serait de se dire, est-ce que je peux les îloter un standalone components? Parce que ça, c'est possible.
Deuxième question, c'est est-ce que je ne pourrais pas faire mieux? C'est-à-dire, est-ce que je ne pourrais pas charger un ensemble de routes qui expose des standalone components? La réponse est oui à toutes ces questions. Désormais, en Angular, on peut lazy loader un standalone components, on peut lazy loader un fichier de route qui expose, d'accord, plusieurs routes qui naviguent vers des standalone components. On peut bien évidemment continuer à lazy loader un module, et on peut aussi naviguer vers un composant et un standalone components comme on le faisait avant. Donc, en résumé, ce qui marchait avant marche toujours et ce qu'on a inventé maintenant marche encore mieux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour lazy loader un standalone components? C'est vraiment très simple. Dans la configuration de votre route, vous avez une nouvelle propriété qui s'appelle load components et qui va être exactement formée de la même façon que sa sœur jumelle load children. Donc, forcément, votre load components, il va devoir importer, d'accord, un composant standalone. Autrement dit, en termes de typage TypeScript, votre composant, load component, prend en paramètre une fonction et cette fonction doit importer soit un type standalone component, soit une promesse de type standalone component, soit un observable de type standalone components. Donc, ce qu'il y a à retenir, nouvelle propriété, load component. Et puis forcément, là, on a déclaré un fichier de route. Maintenant, il faudrait savoir comment est-ce qu'on l'enregistre dans votre application. Alors, c'est très simple. Vous allez avoir une fonction qui s'appelle provide route. OK? Et ce provide route là va prendre en paramètre votre fichier de configuration, enfin en tout cas votre constante, votre configuration de routing. Cette fonctionnalité va simplement s'assurer de charger les routes et de vous rendre global les providers comme Activated Route, Location Strategy, Location et route simplement. Alors, on peut passer en deuxième paramètre d'autres configurations. Et là, c'est le petit tips Nico que je vous donne. Pas la peine de chercher parce que c'est pas dans la doc. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'avant, on pouvait donner comme configuration use hash à true. Mais avec cette nouvelle fonction, il n'y a plus. Si vous voulez utiliser le hash, location strategy, en fait, il va falloir faire un custom provider. Donc, il va falloir provide le token location strategy en fait, et d'utiliser la classe d'utiliser la classe hash location strategy. D'accord? Voilà. Donc c'est simple, vous mettez provide location strategy, use class hash location strategy et ça marche. Donc comment est-ce qu'on peut faire après? On va tout simplement lazy loader. Des fois, c'est important quand on a des grosses applications de pouvoir charger du subrouting, donc du child route comme on le dit en Angular. Donc, ce qu'on faisait avant avec des modules, c'est qu'on faisait un for child. Maintenant, il faut imaginer qu'on n'utilise plus de modules. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Simplement, on va créer un fichier. Ce fichier-là va exposer des routes et toutes ces routes-là vont naviguer vers un standalone components. Une fois qu'on a fait ça, donc toutes ces routes sont des standalone components. Une fois qu'on a fait ça, simplement, on va utiliser notre bonne vieille propriété load children pour charger notre fichier de route. Alors, comment est-ce que ça marche? De chargement, simplement, il va prendre les routes et puis il va faire un subrouting navigation. Voilà. Donc, si on souhaite naviguer vers un module, on utilisera le module. Soit, si on décide d'utiliser le fichier, et simplement, on va utiliser notre fichier de route. Alors, maintenant, ce qu'il faut se rappeler et qui est très important, enfin, en tout cas, pour moi, c'est important, c'est qu'avant, souvenez-vous, on pouvait injecter des services, on injectait des services dans le module. Merci. On a injecté des services dans le module. Sauf que les modules n'existent plus. Donc, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour injecter un service propre à une fonctionnalité sans module? Ça commence à être complexe. En fait, on a une nouvelle propriété maintenant qui s'appelle providers. Et en fait, ce providers-là va prendre un token, d'accord, et il va se permettre d'injecter votre provider pour toutes les routes children. Cette fonctionnalité est disponible même pour des composants qui ne sont pas standalone. D'accord, elle marche tout le temps. Donc, dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce que je fais? J'enregistre mon user service dans le user environment injector. Et le fait d'avoir fait ceci, je vais pouvoir récupérer mon user service dans le login component, mais également dans le details component. OK?
Ça, c'est vraiment cool. Donc là, on commence simplement à supprimer des fichiers, on commence à supprimer du code. D'accord? En fait, ce qui était boilerplate avant, on commence à le réduire. Et puis, une des dernières fonctionnalités qui est ma préférée, en tout cas de cette version 14, c'est le nouveau guard can match. Ce guard, au début, il était destiné à une seule chose, et cette chose-là, je vous la présente maintenant. En fait, il permettait pour un même pass, d'accord, de choisir un composant à afficher. Donc, dans l'exemple ici, imaginez que vous avez une application et puis vous faites coexister deux versions. Si la personne est en version 2, d'accord, vous voulez afficher le to-do page v2 components. Et si la personne est en version 1, ben dans ce cas, vous voulez juste afficher le to-do page components. En fait, comment est-ce qu'on va savoir chercher? Ici, on va utiliser le can match guard. Et il va checker, il va faire sa logique. Et si ça retourne true, alors dans ce cas, dans notre exemple, on va charger le to-do page v2 component et l'afficher, et donc on ne chargera pas le to-do page component. Et si le can match guard retourne false, alors dans ce cas, on affichera le to-do page components à la place du to-do page v2 components. Donc ça, c'était la spec initiale. Et puis au final, on s'est dit, quitte à renvoyer un booléen ou un observable de booléen ou une promesse de booléen, autant essayer de renvoyer aussi un URL tree. Et ça, c'est très important parce que le fait que ça nous renvoie un URL tree, ça va nous supprimer le fameux trick qu'on avait avant d'utiliser le can load et le can activate. Qui a déjà utilisé ce trick-là, d'utiliser can activate et can load? Personne? Personne n'a eu le problème? Ok, on va demander. Alors, je vais vous demander une question. Vous faites une application très basique. Page de sign-in, page de dashboard. Très simple. La personne n'a pas le droit d'aller sur le dashboard si elle n'est pas connectée. OK? Et une fois que la personne est connectée, elle n'a pas le droit d'aller sur la page de sign-in. On est d'accord? Très bien. La personne lance l'application pour la première fois. Automatiquement, il est redirigé vers le sign-in. Très bien. Il rentre ses credentials, ils sont corrects, on le renavigue vers le dashboard. Pour l'instant, ça marche. Maintenant, la personne clique sur le back arrow du navigateur. À votre avis, est-ce qu'il va retourner sur le sign-in ou est-ce qu'il reste sur le dashboard? Qui pense qu'il retourne sur le sign-in? OK. Qui pense qu'il reste sur le dashboard? OK, donc il va retourner sur le sign-in. Pourquoi il va retourner sur le sign-in? Parce que vous avez mis un can load en fait. Vous avez lazy loadé le sign-in, donc vous avez mis un guard dessus. OK. Sauf que le can load, il marche comment? En fait, il marche au moment où le navigateur va download votre chunk. Sauf que votre chunk, il est déjà loadé. Vous vous êtes connecté. Il est déjà passé. Donc, le chunk est loadé. Donc, dans votre can load, vous ne rentrez jamais dedans. Donc, en fait, vous allez pouvoir renaviguer votre sign-in. Et donc là, tout le monde avait le fameux trick de se dire, c'est pas grave. Dans le subrouting navigation, je mets can activate et ça marche. Et c'était le bon trick à faire. Sauf que comme le can match maintenant retourne un URL tree et qu'il est fait avant même qu'on télécharge le chunk, il est vraiment fait au moment où on clique pour naviguer, du coup, vous pouvez vous passer du can load et du can activate et juste mettre un can match. Voilà. Et donc, je vous conseille de commencer maintenant à faire cette migration-là parce que figurez-vous que can load est deprecated. Alors, la composition. Créer du code hautement réutilisable. C'est un peu le but. C'est l'idée même de la composition. Donc, pour les personnes qui ont fait du Vue.js, pourquoi on a fait de la composition? On a fait de la composition parce que faire des mixins, on s'est rendu compte que c'était assez tricky. C'était difficile à maintenir comme code base. Et généralement, en Angular, il n'y en a pas des mixins. Il y a une seule lib en Angular qui fait du mixin. Et qui la connaît par hasard? La seule lib d'Angular qui fait du mixin, c'est Angular Material. C'est les seuls. Mais c'est compliqué de faire du mixin, même pour des personnes qui travaillent chez Google. Pour tout le monde, c'est compliqué. Ou alors, il faut vraiment très bien le penser, bien architecturer. Donc, on s'est dit, la composition, c'est un moyen de créer hautement du code réutilisable. On va passer là-dessus. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour débloquer ce pattern-là? Alors, il y avait une époque, cette fonction est moins connue parce qu'on l'utilisait très peu,
Et c'est la fonction inject. Cette fonction, elle marchait super bien, d'accord, quand on l'utilisait dans des providers. Et elle servait à quoi? Principalement à dégager le constructeur. Ça marche parce qu'on était dans un contexte d'injection. Cependant, quand on est dans le composant, quand on est dans des directives et des pipes, on est tout sauf dans le contexte d'injection. Donc ça ne marchait pas. Et puis Angular nous levait une petite erreur en nous disant « Et tu ne veux pas utiliser plutôt un constructeur? Parce que ça ne marchera pas là. » Très bien. Angular 14 arrive et nous dit maintenant, bah écoutez, la fonction inject, vous pouvez utiliser en dehors du contexte d'injection. Donc cette fonction va pouvoir être utilisée dans les composants, dans les directives et dans les pipes. Et donc grâce à ça, bah forcément, le pattern de composition est unlocked, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir créer des helpers, des choses comme ça. Mais ça va nous permettre aussi de faire des choses plus simples et de rendre encore Angular moins boilerplating. Et typiquement, en rendant les guards des fonctions. Et ça, c'est vraiment magique. Parce que du coup, avant, on créait juste une classe pour injecter 3 services. C'était quand même un peu dommage. Alors, comment ça fonctionne, la composition? Bah, simplement, imaginons, maintenant, je veux récupérer le paramètre d'une route. Récupérer le paramètre d'une route en Angular, c'est toujours le même code. La seule chose qui va changer, c'est le nom du paramètre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant créer un dossier shared dans votre projet. Dans ce dossier shared-là, on va créer un autre dossier qui s'appelle composable. Et dans ce dossier composable-là, on va créer un fichier, d'accord, sur lequel on va travailler sur une entité. Ici, je vais travailler sur l'entité de route. Donc, typiquement, je vais créer une fonction, getParams, d'accord, et cette fonction getParams va simplement m'injecter mon activity de route et me renvoyer mon paramètre en mode observable. Comment est-ce que j'utilise cette fonction helper? Bah, simplement, au niveau de mon composant, ou à l'initialisation de mon composant, je crée une variable id_users $ et je vais dire que c'est égal à getParams. Ça, c'est bien, parce qu'on va pouvoir faire d'une pierre deux coups et respecter le fait que on va pouvoir utiliser TypeScript de manière stricte dans notre projet. Je vous rappelle qu'en Angular 12, Angular est arrivé en disant maintenant, c'est le mode par défaut de TypeScript, c'est strict. Mais c'était quand même emmerdant. Parce que pour initialiser certaines valeurs, on avait besoin quand même d'un petit peu de choses. On voulait initialiser, par exemple, avec un observable, des choses comme ça. Donc, on se voyait souvent à créer des variables, à initialiser dans le ng_on_init, et pour que ça marche, en fait, on mettait des égal empty, des points d'exclamation, des petits trucs de ce style-là. Maintenant, il n'y aura plus besoin de le faire. Au niveau des guards, c'est super simple. Au lieu de faire une classe, je vais écrire une fonction comme alreadyLogged. D'accord? Donc, alreadyLogged, ici, c'est une fonction. Je vais injecter mon user service qui va me faire un petit traitement. Je vais checker si mon user il est présent. Si mon user il est présent, dans ce cas, je navigue vers home. Si mon user n'est pas présent, je renvoie true. Pourquoi je fais ça? Donc après, comment est-ce que je fais pour l'enregistrer? Comme ce que je faisais avant. Donc en faisant comme ça, simplement, j'empêche la navigation vers le sign-in. OK? Voilà. Donc, jusque maintenant, ce qu'on a vu, je vous ai montré ces fonctions-là, mais à chaque fois que j'ai utilisé l'injection, le inject, la fonction inject, j'ai toujours en fait utilisé à l'instanciation de mon composant. Et donc, la grande question qu'on peut se poser actuellement, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible de pouvoir utiliser cette fonction inject au runtime? Autrement dit, est-ce que je peux utiliser la fonction inject quand je clique sur un bouton? Et la réponse, figurez-vous, c'est oui. Et pourquoi? Parce qu'on va avoir un nouveau provider qui est Environment Injector. Attention, c'est du développeur preview. On évite de l'utiliser en production, même si ça reste stable, on évite. D'accord? Et en fait, grâce à cette fonction-là, grâce à cette injection-là, il va nous exposer une fonction. Run in context. Cette fonction prend en paramètre un système de callback. Et ce système de callback, en fait, dedans, on va pouvoir injecter nos services et faire toute la business logic qu'on veut. La seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est qu'inject fonctionne de manière synchrone. Ça veut dire qu'on ne retrouve pas inject dans un callback qui est asynchrone, on ne retrouve pas inject derrière un await point. OK? Maintenant, allons un peu vers les formulaires. C'était quand même une fonctionnalité très demandée de la communauté. Et de rendre nos formulaires typés. À quoi ça sert de rendre des formulaires typés? Ça simplement, ça vous évite de faire des erreurs stupides. Donc,
les 3 gros buts de cette fonctionnalité, c'est rendre nos formulaires beaucoup plus robustes. Le fait de les rendre plus robustes, ça va forcément améliorer l'expérience développeur. On va pouvoir catcher les erreurs facilement et en amont. Et enfin, le fait d'avoir mis des types, d'accord, plus quelque chose c'est strict, plus c'est difficile d'en sortir. Mais en Angular, des fois, on a besoin d'un petit peu de flexibilité, surtout dans les formulaires. Donc, du coup, on va se retrouver à avoir des nouvelles API pour justement garder la flexibilité qu'on avait avant. Alors, pourquoi ça améliore grandement l'expérience développeur ? Déjà, toutes les méthodes maintenant de formulaire sont typées. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout ce qu'on appelle des magic strings. Quand on faisait votre formulaire, .get, et dans le get, on mettait le nom du contrôle. C'était un peu magique, ce truc. Maintenant, ça sera plus utile puisqu'il va automatiquement nous le compléter. D'accord ? Donc, au niveau de vos fichiers TypeScript, l'autocomplétion, elle est vraiment énorme. Que ce soit dans les IDE de JetBrains ou que ce soit avec VS Code. D'accord ? Et au niveau du Angular Language Service, forcément, il y a une meilleure autocomplétion dans le template. Donc, créer des formulaires au sein d'une template, ça devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Pareil, que ça soit avec JetBrains ou que ça soit avec VS Code. Donc, comment va s'effectuer cette transformation ? Toutes les classes qu'on connaissait avant vont récupérer un type générique. Donc, forme contrôle, forme groupe, forme array récupère un type générique. Dans le premier exemple, ici, vous pouvez constater dans forme contrôle, on voit que le type générique, c'est string ou nul. Ça, c'est par défaut. Alors, pourquoi nul ? C'est très simple. Imaginez, vous avez un formulaire, vous cliquez sur reset. Par défaut, Angular, qu'est-ce que fait quand il reset ? Il rend nul votre contrôle. Si toutefois, vous voulez enlever ce comportement par défaut, simplement, vous passez un objet de paramètre à votre contrôle et dans cet objet-là, vous mettez votre propriété non nullable, à true. Voilà, et j'attire dernièrement votre attention sur le form array. Maintenant, le form array est vraiment très strictement typé, c'est-à-dire que tous les contrôles du form array doivent être de même type. Si ce n'est pas le cas, ça vous renverra une erreur. Alors, là où on a un souci quand même, en tout cas pour moi qui est important, c'est que des fois, on a envie d'ajouter ou de supprimer des contrôles de manière dynamique. Mais typer quelque chose dynamiquement, ça devient complexe. Et donc, c'est pour ça qu'on a une nouvelle API qui s'appelle FormRecord. Et FormRecord, en fait, il est là, en fait, pour les personnes qui ont utilisé les form groups comme une sorte de map, où on ajoute et où on supprime dynamiquement des contrôles. Alors, typiquement, un exemple très concret, ça serait comme par exemple, vous voulez, dans votre application, ajouter les langues qu'un utilisateur comprend ou ne comprend pas. D'accord ? Là, typiquement, il faut utiliser le FormRecord, c'est vraiment le use case perfect. Alors, quand on voit ça, la question qu'on peut se dire, c'est waouh, il y a eu de la nouveauté. À mon avis, la migration ne va pas être du tout facile. La migration va être très facile, bien au contraire. Pourquoi ? Parce que tout va être fait par le CLI. Vous n'allez rien faire. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, comme les standalone components peuvent fonctionner avec les modules, autant vous dire que vous pouvez laisser votre application tout en module, migrer vers Angular 14 et c'est terminé. Alors là, pourquoi ça va être facile ? Qu'est-ce qui va être fait par le CLI ? Simplement au niveau de votre formulaire, tout ce qui est form record, form control, form array, form group. En fait, ça va devenir untype form control, untype form array et untype form group. Et untype form control, etc. En fait, c'est simplement pour vous dire que c'est un form group de type any. Voilà, c'est un alias. Alors, comment est-ce que je vais migrer une application ? Ça, c'est les steps que je donne. Moi, des migrations, j'en ai fait plus d'une pour le moment, en tout cas chez mon client. Voilà comment j'ai procédé, ça a toujours bien fonctionné. Déjà, je update mon component to standalone components, d'accord, grâce à la propriété standalone à true. Je remove mon shared module et j'importe que ce que mon composant a besoin. Je update mon routing. Je change mon bootstrapping de l'application, d'accord, pour remettre Bootstrap Application. Et quand j'ai un peu de temps, en bonus, je migre mes guards et je refactor mon code. Au niveau des librairies, qui est créateur de librairie ici ? Alors, comment est-ce qu'on fait pour migrer une librairie ? Simplement, j'update mon component to standalone components. Et en fait, au niveau de mon secondary entry point module, je le laisse. Et en fait, j'importe mon standalone component et je l'exporte. D'accord ? En faisant comme ça, je casse rien. Et en fait, la définition de la librairie ne change pas.
Je vous demanderai juste de faire attention parce que c'est très important de le voir. Les standalone components marchent à partir de la version 14. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire une compatibilité entre 14 et 13 si vous avez mis des standalone components dans votre librairie. Ça ne marchera pas. Et ce n'est pas un problème de build. Donc, où on en est avec Angular 15? Angular 15, ça a été vraiment une grosse stabilisation. D'accord? Donc, tout ce qu'on avait vu au niveau des standalone components, de routing, c'est plus en développeur preview. Maintenant, c'est officiel. On peut l'utiliser en production. D'accord? On gagne encore en termes de puissance au niveau de la composition. Ça, c'est plutôt génial. Et on gagne aussi en fonction helper. Donc, on va avoir provide animation, on va avoir provide HTTP client, on va pouvoir rendre nos intercepteurs des fonctions et puis des classes. Donc, ça va vraiment être cool. Donc, voilà, c'est vraiment de la stabilisation et un peu plus de moins de boilerplate, un peu plus de composition. Donc, déjà, comme j'ai dit, stab, standalone components. On va avoir une directive qui s'appelle ng optimized image. Tout à l'heure, je parlais de cumul layout shift. D'accord? N'hésitez pas à utiliser cette directive-là. Elle va vous aider à faire beaucoup de choses, notamment à arrêter de vous casser la tête avec la size et de bien respecter les dimensions. On va avoir une nouvelle façon de débugger. En tout cas, une façon plus simple. Parce qu'avant, quand on avait des bugs en Angular, la stack trace était quand même assez énorme. Ça nous renvoyait des fois vers du Zone.js, on ne comprenait pas trop pourquoi. Maintenant, on va avoir vraiment une belle stack trace avec le nom de votre composant et la ligne où ça pète et la fonction. Je pense que ça sera difficile de ne pas savoir où chercher si ça vient à péter. Et enfin, une des fonctionnalités phares de cette version, c'est la composition de directives. On va essayer d'arrêter de faire des mix-in. On va faire de la directive composition. Donc, c'est super simple. Vous créez votre directive. Voilà, comme j'ai fait ici. Dans la directive, vous mettez host directive. Ici, j'ai mis mat tooltip. Par défaut, le host n'a pas accès aux inputs et aux outputs de la directive qu'on souhaite composer. Donc ici, je fais, j'expose mon mat tooltip. J'expose aussi mat tooltip position et je renomme respectivement en tooltip text et en tooltip position. D'accord? Et puis, en fait, après, j'ai ma directive sphere button. J'utilise classiquement. Donc, j'appelle ma directive sur mon bouton sphere button. Je donne un tooltip text, je donne un tooltip position et ça va marcher. Donc, c'est vraiment très simple. La seule chose qu'il faut bien, la seule limite qu'on a actuellement, et je pense qu'elle le restera, c'est qu'il faut absolument que mat tooltip soit une directive de type standalone. C'est la seule contrainte. C'est quoi la future étape? La future étape, c'est potentiellement le futur d'Angular, c'est d'éviter d'utiliser zoneless, d'accord? C'est d'avoir plus de granularité dans la réactivité parce que actuellement, qu'est-ce qu'on a comme granularité? C'est simple, on a deux choix. C'est de changer la détection de stratégie, soit on push, soit default. Donc là, on aimerait avoir plus de granularité. Et enfin, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas fans de EricJS avec Angular. Donc, on va peut-être travailler sur une alternative qui est Signals. Donc, moi, j'ai fait un petit POC. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas le mettre en production, parce que c'est vraiment un POC, ça marche, mais je ne l'utiliserai pas, moi. Grosso modo, voilà, j'ai essayé d'utiliser Signals, donc j'ai déclaré une variable cons avec use Signals, j'ai initialisé à 0, j'ai utilisé un double. Double est une computite de mon Signals, donc en gros, à chaque fois que je modifie mon count, double est recalculé. Et puis, je me suis amusé à utiliser un effet dans le ng init pour voir si ça marchait, et ça marche. Voilà. Ça, c'est l'avenir. Potentiellement l'avenir. En tout cas, c'est ce qui est en discussion avec Angular. Et il y a une autre discussion qui est faite où moi, je suis plutôt fan. C'est un nouveau pattern dans le composant. Donc, qui fait de l'Angular ici? Ok, je pense que toutes les personnes qui ont fait de l'Angular jusque maintenant, vous avez toujours un fichier qui s'appelle component.ts, toujours un fichier qui est components.html, et vous avez toujours un autre fichier qui s'appelle component.css, less, enfin peu importe votre style. C'est sympa ce pattern-là, ça fait quand même pas mal de fichiers, et ça demande du coup d'utiliser Webpack, d'accord, forcément avec des loaders, parce que pour pouvoir charger le fichier, pour pouvoir faire des petites choses, en tout cas builder correctement. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que c'est pas forcément ready future librairie, comme je dirais. C'est-à-dire qu'actuellement, par exemple, on utilise Vite. C'est vraiment un gros module Vite. Beaucoup de monde l'utilise. Et puis là, récemment sur le marché, on vient d'avoir un autre module bundler qui s'appelle TurboPack. Qui a déjà entendu de ça? Ça avait fait vraiment un carton, ce TurboPack, parce qu'on a Evan New qui est vraiment contre lui, contrairement à ça. Il n'était pas très content. Il a tweeté, il n'était pas très content.
Et en fait, vite, on ne va pas pouvoir l'utiliser tel quel dans Angular à cause justement du fait qu'on a ces propriétés de template URL, de style URL. Et donc, le nouveau pattern, ça c'est ce qu'on appelle le SFC, Single File Components. J'ai vu que tout à l'heure, il y avait Jérôme qui a présenté une slide, qui est aussi un collègue, Younes, qui est G2 en Angular, qui lui l'a appelé versatile. À quoi ça sert en fait? C'est simplement ce pattern-là, c'est de mettre le template et le style dans le même fichier TypeScript. Et si on fait ça, en fait, ça a un avantage, c'est qu'en fait, vous avez juste une chaîne de caractères. Donc forcément, au niveau du build, bah, c'est plus simple. Les éditeurs comme JetBrains et Angular Language Service, enfin, en tout cas avec VS Code, bah, permettent d'avoir quand même de l'autocomplétion, des choses comme ça, donc on ne perd rien. Mais là où on est bon, c'est qu'on est ready for the feature, c'est-à-dire que si vous utilisez vos composants comme ça, la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez utiliser vite. Out of the box. Vous enlevez Webpack, vous mettez vite, ça marchera. Sans rien faire. Parce que c'est que des fichiers TypeScript. Ça, c'est quand même dingue. Voilà, donc je voulais juste vous parler de ça, de commencer tout doucement à essayer de migrer votre façon de réfléchir et d'aller vers des single file components pour la bonne et simple raison que c'est une discussion qui est aussi dans l'équipe d'Angular. Est-ce que d'aller justement vers ce choix-là? Et je sais que c'est compliqué parce du coup, il va falloir penser plus à des petits composants, des petites choses comme ça, comme on fait en React ou en Vue. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce talk vous a plu. Voilà, vous pouvez me suivre toujours sur Twitter avec Nico54, ça va pas changer, et sur LinkedIn avec Nicolas Frizarin. Moi, je réponds beaucoup plus sur LinkedIn, donc n'hésitez pas, vous m'ajoutez, vous avez une réponse dans l'heure. Et je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année surtout, et puis bon fin de Devfest. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Quand tu disais sur Zoneless, Zoneless, ouais. C'était par rapport au projet Zone.js? Ouais. Et du coup, il y a un autre projet en cours ou... En fait, si tu es Zone.js actuellement, c'est quoi? À quoi te sert Zone? Zone te sert principalement à faire ce qu'on appelle le changement de détection avec Angular. Ouais, c'est le changement qui avait été entre AngularJS et Angular. Ouais, ça a été un gros changement. Faut savoir quelque chose déjà avec Zoneless, avec Zone en tout cas, et qui peut montrer. Après, c'est tricky à faire. Hein, c'est qu'en fait Zone vous intégrez en fait c'est import Zone.js, et là vous importez tout. Faut savoir que vous avez la possibilité d'avoir de la granularité dans Zone.js de ce que vous importez. Donc vous pouvez triquer et vraiment faire des imports vraiment très précis. Si vous êtes vraiment très familier avec Angular, vous savez qu'est-ce qui est utilisé dans quoi, vous pouvez vous permettre justement d'importer ces fichiers l'un à un, en fait, de faire vraiment de l'import particulier. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est vraiment conseillé en termes de best practice, mais on s'est quand même rendu compte que Zone, c'était quelque chose qui est lourd. Genre typiquement, quand tu fais un composant element custom, un custom element components, tu dois importer Zone pour que ça marche. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas essayer il y a d'autres frameworks qui marchent. Hein, il y a d'autres frameworks. Tu prends Vue, tu prends Vue, tu prends React, tu prends Svelte, tu prends Solid.js. Ça s'appuie justement sur Signals. Alors pourquoi ne pas intégrer une librairie qui marche bien?